Bonsoir, Édith Cresson est entrée cet après-midi dans l'arène, autrement dit dans l'hémicycle du Palais Bourbon, avec aplomb. Face à une assemblée composée essentiellement d'hommes, il n'y a sur 577 députés que 31 femmes. Le nouveau Premier ministre avait le choix pour s'imposer entre la séduction et la conviction. Devant les mines faussement courtoises ou vraiment goguenardes de certains parlementaires, Édith Cresson a choisi le second mode d'expression, la conviction. Et pour bien marquer son territoire, pour se poser en chef de gouvernement, elle a commencé presque systématiquement ses phrases par « je ». Je demanderai, je lancerai, je poursuivrai, je conclurai. Voilà les ministres prévenus, mais doutait-il vraiment? Daniel Sportiello. Un hémicycle comble, députés, journalistes publics, personne n'a voulu rater la scène. Pour la première fois en France, une femme Premier ministre allait parler à la tribune de l'Assemblée nationale. Sur les bancs des ministres, on se pousse, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, même les secrétaires d'État sont venus. Édith Cresson arrive la dernière. Les groupes socialistes et communistes se lèvent et l'applaudissent. Sûre de son charme, en tailleur pied de poule noir et blanc, Édith Cresson attaque, sans tarder. La voix un peu forcée, elle se lance dans un discours fleuve de 50 minutes. Sa cible, le chômage. Son souci, réconcilier l'entreprise avec le monde du travail. Le projet social que j'entends promouvoir est inséparable de mes objectifs économiques. Le dynamisme de nos entreprises doit concourir à un projet social ambitieux. Tout va y passer, de l'écologie à la sécu, en passant par les retraites. Et pour la ville, l'annonce d'une session extraordinaire en juillet. Des dossiers où pour Édith Cresson, un consensus est possible. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est. 2 ans, c'est le temps que se donne Édith Cresson pour préparer l'entrée de la France dans le grand marché unique européen. Mais son programme est aussi un programme de combat pour les législatives. L'opposition a fait preuve de courtoisie, mais a tenu tout de même à jouer son rôle. Elle s'est donc opposée. Étonnement en ce qui concerne le bilan dressé sur le gouvernement Rocard. Question sur les moyens du nouveau Premier ministre pour gouverner. Opposition générale sur un discours de politique générale. Bernard Pons a ouvert le feu. N'ayant pas de majorité, il est clair que vous ne pourrez pas avoir de politique. Et c'est bien en cela que votre nomination à ce poste revêt à nos yeux une autre signification que celle qui devrait normalement s'attacher à un changement de gouvernement. Et si la mission périlleuse, je dis bien la mission périlleuse qui vous a été confiée, est de préparer le moins mal possible une consultation nationale anticipée, sachez qu'en ce qui nous concerne, nous y sommes prêts. Un gouvernement s'en va, avec les regrets de la bourse et du patronat. Un autre lui succède, toujours avec des ministres de droite, avec les encouragements de la bourse et du patronat. Madame le Premier ministre, vous êtes le syndic de faillite du socialisme à la française. Aujourd'hui, on vous a demandé de gérer un redressement judiciaire. Vous vous apercevrez vite que vous ne pouvez échapper à la liquidation du socialisme à la française. Ces interventions avaient forcément un caractère solennel, je ne dis pas langue de bois. Il nous a paru donc utile d'aller faire un tour dans les couloirs pour avoir une idée plus précise des réactions. Et vous allez le voir là encore, critique et même parfois sévère. Les députés de l'opposition n'ont pas ménagé le nouveau Premier ministre. Reportage de Jérôme Catala et Édouard de Pazis. Ambiance fiévreuse cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les premières déclarations d'Édith Cresson à la presse laissaient présager un discours de politique générale musclé. Mais à l'issue de la prestation du Premier ministre, l'ensemble de l'opposition affichait sa déception et l'exprimait en termes très durs. Mais j'attendais au moins un discours de femme, des mots de femme, un message d'enthousiasme, d'élan effectivement et d'espoir. Et nous n'avons eu qu'un discours, même pas d'énarque, en tout cas un discours nul et complètement asexué. Voilà. C'est une sorte de catéchisme récité, un catalogue banal qui n'a aucun élan, aucune conviction et aucune voix. Je suis consterné. Nous avons eu le catalogue de la redoute des banalités politiques sans aucun commencement d'esquisse de moyens et de financement. Philippe Séguin, lui, se montrait plus mesuré. Dans la forme, je dirais que c'était un discours qui était dépourvu de toute agressivité, où
où les mots de gauche, socialisme n'ont pas été prononcés, pas davantage d'ailleurs que le nom du prédécesseur de Mme Cresson. Peu de commentaires des communistes qui préfèrent attendre de voir Édith Cresson à l'œuvre plutôt que de gloser sur son discours, tandis que du côté socialiste on exprimait un enthousiasme mesuré. Ça a été très bien, c'est un discours de Premier ministre qui présente ses intentions avec clarté, fermeté, détermination, précision. On a retrouvé chez le Premier ministre les qualités qu'on connaissait chez le ministre, chez la militante. C'est une militante pour la France. Les rocardiens, eux, préféraient éviter tout commentaire sur le sujet. Revenons sur le fond. Édith Cresson a voulu éviter l'incantation. Elle a annoncé une série de mesures qu'elle compte bien prendre, notamment contre le chômage. Et pour lutter contre le chômage, le Premier ministre a une nouvelle fois voulu associer l'économie aux réformes sociales. Deux grands objectifs pour le gouvernement Cresson, donc, muscler les entreprises et travailler à une meilleure cohésion sociale. Agnès Molinier. Sur le plan économique, Édith Cresson veut consolider les atouts. Le franc doit rester fort, l'inflation maîtrisée et les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les cotisations sociales, ne doivent pas augmenter. Elle a affirmé deux objectifs prioritaires. Le premier, c'est muscler l'appareil productif. Ça veut dire orienter l'argent public vers les entreprises et leur permettre d'emprunter plus facilement pour investir. Pierre Bérégovoy doit élaborer des mesures dans ce sens. Ça veut dire aussi priorité à la formation. Édith Cresson s'est engagée à doubler le nombre d'ingénieurs d'ici 1993. Deuxième objectif, la cohésion sociale, avec un grand dessein, changer le travail en vue d'améliorer la compétitivité des entreprises et créer des emplois. Mais les mesures concrètes restent à définir, une concertation va être engagée avec les partenaires sociaux. La protection sociale doit être maintenue, mais le Premier ministre va continuer les deux grands chantiers entrepris par son prédécesseur, limiter les dépenses de santé et réfléchir à l'avenir des retraites. Et l'on retrouve en direct à l'Assemblée nationale Arlette Chabot qui suit ce débat, qui continue. Alors Arlette, on l'a entendu, l'opposition est restée dans les règles de la bienséance. Est-ce parce que le Premier ministre est une femme ou parce qu'il n'y avait pas matière à affrontement ? Écoutez, je dirais quand même ce soir que le sentiment général est qu'on est resté un peu sur sa faim à l'issue de cet après-midi qui, il faut le dire, a marqué le deuxième départ de Michel Rocard, dont effectivement le nom n'a pas été prononcé une seule fois cet après-midi dans l'hémicycle, notamment par Madame Cresson. Alors il faut dire que cet exercice n'est sûrement pas celui qui convient le mieux au Premier ministre. On sait qu'elle est spontanée, vive et rapide, et donc elle n'aime guère sans doute la lecture d'un tel discours long, d'autant plus long d'ailleurs qu'il est destiné à accréditer l'idée que le gouvernement va vivre dans la durée et que les échéances électorales, législatives donc seront respectées. D'autre part, dubitativité aussi, parce que ce discours était en quelque sorte dépolitisé et que l'opposition a du mal à trouver des aspérités et donc à critiquer, et que les socialistes n'ont pas non plus trouvé quelques idées capables de soulever leur enthousiasme. Au fond, on attendait un chef de guerre et on a eu un super ministre des PME. Alors on le comprend parce que Mme Cresson veut susciter l'élan autour d'idées générales et appeler toutes les bonnes volontés pour faire gagner la France. Néanmoins, dans les jours qui viennent, il faudra sans doute sortir des intentions, des idées générales et faire du concret et vite. Sinon, eh bien, il y a un risque, alors que l'opposition ne fera aucun cadeau au nouveau Premier ministre, risque que l'effet Cresson ne se dissipe rapidement. Merci Arlette. Le discours et le comportement des centristes montrent qu'Édith Cresson aura du mal à élargir à droite, comme son prédécesseur, la majorité présidentielle. Le RPR et l'UDF entendent d'ailleurs marcher de même pas. Ils l'ont illustré une nouvelle fois ce matin. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, ensemble, les deux teneurs de l'opposition ont apparemment voulu montrer qu'ils avaient oublié leurs différends autour des primaires pour se pencher sur la justice. Union dans la critique de l'action du gouvernement dans ce domaine, mais le RPR et l'UDF ont aussi fait des propositions concrètes allant jusqu'à la réforme de la Constitution. Albert Ripamonti et Victor Ariche. Sourire, regard complice, l'opposition consolide son union sur un terrain favorable, la justice. Les affaires, la grogne des magistrats, la crise de confiance du citoyen dans l'institution, l'UDF et le RPR dressent un constat sévère. Et Jacques Chirac fustige ce qu'il appelle un État partisan et sectaire. Que penser de la multiplication des affaires, du dessaisissement de juges dans des conditions scandaleuses, de poursuites pénales freinées ou accélérées selon le bon vouloir du prince, de la confusion permanente entre le politique et le judiciaire.
Afin de garantir l'indépendance des juges, l'opposition prend un engagement solennel, réformer le Conseil supérieur de la magistrature, clé de voûte du système. Ses membres ne seraient plus désignés par le chef de l'État, mais la majorité d'entre eux élus par des magistrats. Ce projet nécessite une réforme de la Constitution. L'opposition doit s'engager à réaliser cette réforme constitutionnelle, garantissant l'indépendance de notre justice dans la première année du prochain septennat. Rendre enfin la justice plus efficace et plus accessible, pour cela l'opposition se dit prête à dégager les moyens financiers, débloquer en quelques années 10 milliards de francs supplémentaires. Sortons maintenant du microcosme politique et allons dans la rue où défilait aujourd'hui une catégorie de Français mécontents, les policiers. Combien étaient-ils? Question difficile. Ceux qui protestaient disent 15 000, 20 000. Ceux qui observaient, c'est-à-dire les renseignements généraux, affirment 5 000. Et ils sont tous policiers. Deux manifestations différentes en tout cas. L'une ce matin à l'appel de 5 syndicats et l'autre dans l'après-midi pour la fédération majoritaire, la FASP. Même revendication pour les deux cortèges, revendications salariales, mais surtout conditions de travail et développement de carrière. Béatrice Nivois et Alain Thomas. 20 000 policiers dans la rue, soit 1 sur 6, mais pour une fois pas d'estimation selon la préfecture. Pas de tenue, c'est interdit, mais des revendications, revaloriser les salaires, revoir les plans de carrière, mais aussi réglementer les polices municipales, les sociétés de gardiennage et créer enfin un conseil supérieur de l'action policière. Une volonté bien ancrée à la Fédération autonome des syndicats de police. On est les larbins de tout le monde. C'est plus une police nationale maintenant. C'est des hommes à tout faire. Les 20 000 policiers qui sont là sont comme tous les autres fonctionnaires. Ils ont besoin d'argent pour vivre comme tout le monde. En plus, nous avons passé 3 mois très difficiles avec Vigipirate. Aujourd'hui, on nous promet Vigiceinture. Nous ne pouvons pas l'accepter. Hausse des salaires et plan de carrière ce matin aussi pour les 5 000 policiers qui répondaient à l'appel des 5 autres syndicats représentant un peu plus de 35% des suffrages dans la police en tenue. Des syndicats que la FASP a refusé d'accueillir dans son défilé. Et malgré cette division, les cortèges ont montré que les syndicats entendent participer réellement à la réforme de la police. Les cheminots sont également mécontents. Pour la 3e fois en 2 mois, des trains ne rouleront pas, ou si peu. Un préavis de grève a en effet été déposé par les 3 principaux syndicats. Au cœur du mouvement, le problème des retraites et des salaires. Résultat donc pour les passagers, des perturbations dès ce soir. Martine Thiebaud. La grève des cheminots démarre demain soir à partir de 20 h jusqu'à samedi 6 h du matin. Mais c'est dès demain matin que la SNCF prévoit des perturbations en banlieue parisienne. Seules devraient être touchées les gares du Nord et de l'Est avec 2 trains sur 3 seulement en circulation. Mais vendredi sera journée noire, le trafic devrait être pratiquement paralysé. Sur l'ensemble du réseau, TGV, trains rapides, express, banlieue, les 3/4 des trains ne rouleront pas. Certaines grandes villes seront un peu mieux desservies. 6 allers-retours Paris-Lyon prévus, 5 pour Lille, 3 pour Strasbourg, Marseille et Bordeaux. Et pour plus de renseignements, on peut utiliser le Minitel 3615, code SNCF. Enfin, tout devrait rentrer dans l'ordre pour ce week-end. Les assassins de Rajiv Gandhi ont tué l'homme, mais pas le nom. Le parti du Congrès que le fils d'Indira Gandhi dirigeait a élu à l'unanimité comme nouveau président un autre Gandhi, une autre Gandhi, sa propre veuve, Sonia. L'assassinat de l'ancien Premier ministre a provoqué une nouvelle vague de violence dans le sud du pays. Partout, la police et les militaires ont été déployés. On en sait ce soir un peu plus sur les circonstances de l'attentat. Moralei Tabouche. À peine quelques heures après l'attentat, le corps de Rajiv Gandhi arrive à New Delhi. Après avoir été embaumé, la dépouille de l'ancien Premier ministre est transférée à son domicile. Jusqu'aux funérailles prévues vendredi, le corps sera exposé ici pour un ultime hommage. Un deuil national d'1 semaine a été décrété dans le pays. Devant la maison, sous haute surveillance, la foule se presse. Rajiv Gandhi est immortel. Des centaines de personnes en état de choc crient, hurlent « Nous tuerons les assassins ». Selon les dernières informations données par la police, il s'agirait d'une femme qui portait sur elle un explosif, opération suicide. La déflagration a déchiqueté le corps de l'ancien Premier ministre. 16 autres personnes ont été tuées, 50 blessées. Partout dans le pays, des incidents ont eu lieu. Saccage, pillage, incendie volontaire. Le Premier ministre Chandrasekhar a annoncé une alerte maximum de sécurité.
Quelques heures avant son assassinat, Rajiv Gandhi avait déclaré « L'Inde s'enfonce de plus en plus dans une violence qui menace les fondements même de la plus grande démocratie du monde ». Pour relever le défi, sa femme, Sonia Gandhi, a été élue à la tête du parti du Congrès. La réaction du parti de Rajiv Gandhi illustre tout de même la maturité de ce pays qui tente de surmonter ses problèmes et de rester une démocratie, mais la vie politique reste marquée par une violence meurtrière. Montée de l'intégrisme pour certaines communautés religieuses, divisions sociales et politiques, problèmes ethniques, quels sont les événements qui dans l'histoire de l'Inde et aujourd'hui expliquent cette violence? Réponse avec Sylvie Levet. L'Inde endeuillée serait-elle au bord de l'éclatement? Depuis hier, la menace plane sur New Delhi, mais les racines du mal remontent au commencement. Nous sommes le 15 août 1947, l'Empire britannique des Indes s'efface, donnant naissance à deux États indépendants, le Pakistan musulman et l'Inde moderne du feu Nehru. Le pari de ce dernier, qui sera d'ailleurs celui de toute sa lignée, celui d'Indira, sa fille, et de son petit-fils Rajiv, relevait deux grands défis. Faire cohabiter un kaléidoscope humain et religieux sous l'étiquette d'un État laïque. 850 millions d'âmes au total, avec 83% d'hindous, 100 millions de musulmans, 18 de chrétiens, 15 de sikhs et 6 de bouddhiques. Un grand défi, truffé d'embûches. La montée du fondamentalisme hindou ne cesse de sévir. Au nord, le Pendjab et le Cachemire restent en ébullition. Au sud, les Tamouls en veulent toujours à New Delhi d'avoir abandonné les frères sri-lankais. L'autre défi à relever, l'autre menace de l'éclatement du kaléidoscope, parvenir à doter le pays d'une économie moderne sans toucher pour autant au tissu social ancestral des Indes multiples, le système des castes. Quel que soit l'élu des urnes en juin prochain, il devra doser savamment tous ces paramètres s'il veut encore sauver la plus grosse des démocraties de notre planète. Et notre chaîne diffusera demain à 20h30 le film retraçant la vie de Gandhi. Nous avons diffusé hier un premier reportage d'Anne Rongère et Philippe Jasselin sur les Boat People, sur ces réfugiés vietnamiens ballottés entre la volonté de s'intégrer dans un pays d'accueil et la tentation de retourner au pays. Second reportage aujourd'hui, encore plus émouvant, les enfants Boat People. Exilés dès leur petite enfance, réfugiés dans des camps souvent très durs, séparés de leurs parents et seuls face à une pression psychologique très forte, portrait tout de suite de ces enfants, bouteille à la mer. Gardé nuit et jour, entouré d'une double barrière de tôle et de barbelés, le camp de Panatnikom, dernière étape de l'odyssée des Boat People vietnamiens. Certains sont arrivés ici en famille, mais au bout du camp, il y a un quartier à part, celui des enfants. On les appelle les bouteilles à la mer. Leur mission, aider leurs parents à quitter le Vietnam. Ong avait 6 ans lorsqu'une nuit, on l'a mis sur un bateau. Tout ce qu'elle possède tient dans ce casier, un chapelet, quelques fleurs, surtout aucune trace du passé. C'est pour cela que ses mains tremblent, la peur de se tromper dans le récit de sa fausse vie. C'est mon oncle qui m'a élevée. Ma mère est morte. Non, non, je ne te crois pas. Si, elle est morte. Non, je sais que ta mère est vivante. Elle habite à Saïgon. La panique, car il lui faut à tout prix brouiller les pistes, obtenir un visa pour les États-Unis afin que sa famille puisse elle aussi quitter le Vietnam. Et peu à peu, Ong perd pied. Regard traqué, mains fébriles, elle tente une autre version. Prouver que sa mère l'a abandonnée à sa naissance, qu'elle ne l'a donc jamais connue. Vaine tentative, le piège se referme. Comment elle est ta mère? À peu près comme moi? Non, elle a 30 ans et elle est plus grosse que toi. Je crois que les enfants ne savent plus distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce qu'aujourd'hui, on lui raconte, si tu veux partir, tu vas raconter comme ceci. Et demain, ça va pas, il faut inventer une autre histoire. Et à la langue, l'enfant n'est plus lui-même. Ces deux garçons affirment qu'ils sont frères et que leur père est aux États-Unis. Mais au bout d'une demi-heure d'interrogatoire serré, ils sont piégés dans leurs contradictions. Pression terrible. À Panatnikom, certains enfants ont tenté de se suicider en avalant de l'eau de Javel. Les enfants reçoivent continuellement des lettres de leurs parents qui leur disent « Surtout, n'essaie pas de revenir à la maison. Si on veut te renvoyer ici, tu dois résister. » Certains parents menacent même de se suicider si leurs enfants reviennent.
Enfants otages dont personne ne sait que faire, les rapatrier de force avec le risque de représailles ou les envoyer à l'étranger pour une vie solitaire, dilemme cruel et insoluble. Pour ces enfants, FR3 et le comité français pour le Haut Comité aux réfugiés organisent, le HCR, pardonnez-moi, une collecte de vêtements et de dons en liquide. Vous pouvez vous adresser au comité français HCR, boîte postale 101 92 350, le Plessis, Robinson. Demain soir, nous diffuserons le 3e reportage d'Anne Rongère et Philippe Jasselin sur la propagande. Dur pour les deux petits de la Coupe de France de football. Rodez et Guignon joueront respectivement en demi-finale contre les deux géants Marseille et Monaco. Tous les spécialistes voient déjà en finale les deux grandes villes du Sud, mais la Coupe et c'est son charme nous offre souvent quelques surprises. Et pour conclure ce 19-20, entrons dans la légende, celle de Faust qui a vendu son âme au diable. Gounod en a fait un opéra pour votre plus grand plaisir. Un spectacle impressionnant et même extraordinaire. Soliste et choriste, le Faust de Bercy rassemble sur scène jusqu'à 200 personnes, sans compter l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Claude Gleeman et Jean-Jacques Ledeuil ont remarqué la seule française de la distribution. 150 figurants, 160 choristes, 4 distributions, les chiffres s'alignent pour 17 représentations de Faust devant 10 000 spectateurs chaque soir. Mais derrière ce gigantisme se cache le drame de Marguerite, dupée surtout par le diable qui, chacun le sait, mène le monde. Phénomène rare, c'est une jeune chanteuse française qui interprète l'une des Marguerites. Je crois que les sentiments doivent être toujours purs et c'est une femme qui a des sentiments, une jeune fille qui a des sentiments purs et quel que soit le monde dans lequel on vit, je crois que les sentiments doivent être purs. Marguerite est rejetée par la ville qui est très présente, puisque c'est ce que représente le décor. Ce décor qui est effectivement gigantesque, mais ça c'est la taille de Bercy. Il est le témoin. Il est la ville qui va rejeter Marguerite, parce qu'elle est sortie des normes et parce qu'elle s'est laissée séduire par quoi? Par des bijoux de pacotille et par le premier type qui passait. L'emprisonnement rédempteur de Marguerite dans ce décor à l'image de notre époque, telle est sans doute l'une des équations de l'opéra populaire. Pour terminer, les pronostics de M. Courtine pour le tiercé Quintet Plus qui se courra demain à Longchamp. M. Courtine qui vous conseille le 6, le 4, le 12, le 18, le 9, le 5, le 15 et le 17. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Ce 19-20 est terminé. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.